Octobre 1965, un homme sème la terreur à Paris. Cet individu s'attaque aux Il les aborde comme un simple client, mais une fois dans la chambre, il les tue en les étranglant. 1, 2, 3 victimes. Pour mieux brouiller les pistes, le tueur écume tous les quartiers chauds de la capitale. Qui est cet homme qui persécute les belles de nuit? Un sadique, un puritain, un misogyne? Rapidement, la nouvelle se répand sur les trottoirs et dans les hôtels de passe. C'est la psychose. Les ont peur, elles redoutent que leur prochain client soit l'étrangleur. Pour la police, la tâche s'annonce rude. Il va falloir enquêter dans un milieu, où l'on préfère généralement rester discret. Pourtant, quelque chose va changer à l'automne 1965. Attaquées directement dans leurs activités, les filles de joie décident de ne pas se laisser faire et sortent de l'ombre. Elles vont collaborer avec les enquêteurs et avec les journalistes, solidaires des victimes. Elles vont tout faire pour retrouver l'assassin de leur copine. La situation est inédite. Dans ce milieu où l'on ne s'occupe généralement pas des affaires du voisin, on va se serrer les coudes. C'est le point de départ d'une nouvelle organisation qui va amener les à se rassembler et à oser. Oser parler, oser dénoncer leur situation, oser revendiquer un statut. Un mouvement qui va lentement mûrir jusqu'à la révolte des églises en juin 1975. Mais tout commence 10 ans plus tôt dans l'ombre des trottoirs parisiens. 11 octobre 1965. En ce début de soirée, les quartiers chauds de Paris commencent à s'animer. Sous la lumière des néons, chaque prend possession des quelques mètres de trottoir qui lui sont réservés. Chacune s'apprête à travailler, comme tous les soirs, sans se douter que l'issue de la nuit sera peut-être tragique. Parmi ces filles, Allingen. Cette femme de 43 ans est arrivée à Paris il y a 6 mois seulement. Elle s'est installée dans un petit hôtel à proximité de la gare du Nord. Elle aussi fait le trottoir comme 10 000 autres femmes dans la capitale. Vers 18 h, un premier client l'aborde. Rapidement, ils font affaire et entrent dans un hôtel tout proche, l'hôtel des Deux Gares. Trois heures plus tard, le gérant de l'hôtel s'inquiète. Il n'a vu personne redescendre, ni Allingen, ni son client. Intrigué, il se rend dans la chambre. Le corps de la gît entre le lit et l'armoire. Le client a disparu. Allingen est morte. Elle a été assommée avec un cendrier et étranglée à main nue. Le même soir, Henriette Lefebvre fait le trottoir rue Laffitte dans le 9e arrondissement de Paris. Henriette Lefebvre a 35 ans, c'est une figure connue dans le quartier. Vers 21 h, un client l'aborde. Ensemble, ils vont à l'hôtel Primrose. Une heure plus tard, c'est la femme de chambre qui découvre le corps de la J'ai vu Henriette entrer dans la chambre au premier étage, en compagnie d'un homme grand, mince et brun. Quand je suis venue faire la chambre, j'ai découvert le corps d'Henriette. Elle avait un bas noué autour du cou. Elle respirait encore. Les draps étaient tachés de sang. La deuxième victime, Henriette Lefebvre, est dans le coma. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital Bichat. Elle décédera 2 jours plus tard, sans avoir repris connaissance. Là encore, personne n'a vu l'assassin s'enfuir. Rapidement, il ne fait guère de doute pour les policiers que les 2 femmes ont été victimes du même tueur. 2 assassinés en quelques heures seulement, 2 femmes victimes d'un étrangleur qui semble frapper au hasard, du jamais vu à Paris. Des crimes qui rappellent des faits divers de sinistre mémoire à l'étranger. Renaud Vincent était journaliste à France Soir à l'époque. Il a enquêté sur l'assassin des Il revient sur ces célèbres tueurs en série. Ça fait penser aux grandes affaires anglo-saxonnes. On pense à Jacques l'Éventreur, on pense à le tueur de Boston, on pense le vampire de Düsseldorf. Enfin, des gens qui,
à mon avis, sont fêlés. Un tueur qui s'attaque au La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tous les endroits chauds de la capitale. Chez les belles de nuit, c'est la panique. Certaines filles ne veulent plus travailler ou alors uniquement avec des clients qu'elles connaissent. D'autres s'organisent pour tenter d'échapper aux griffes du tueur. Sur les trottoirs et dans les hôtels de passe, on ne parle plus que de ça. On m'a demandé d'aller faire ce qu'on appelle de la couleur locale, c'est-à-dire de raconter l'ambiance, les pavés, les lumières, les bars, les filles, etc. Et j'avais été à Pigalle, dans la rue André-Antoine, et là, j'avais pu constater que les filles, elles étaient paniquées. Elles avaient peur, elles ne voulaient plus travailler. Elles voyaient en chaque client possible l'étrangleur. Alors elles exigeaient de leurs clients qu'ils montent avec une autre fille encore. À deux, elles voulaient bien monter. Évidemment, c'était cher pour le client qui renâclait. Alors à ce moment-là, elle lui disait « on va monter, mais on laissera la porte de la chambre entrouverte ou il y aura ma copine qui sera juste derrière la porte et qui sera prête à intervenir, etc. » Donc, certaines avaient des sifflets pour siffler en cas d'agression. Alors ça c'était pas propice aux affaires, parce que les clients étaient un peu découragés par cette ambiance qui manquait de glamour. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que j'avais été dans d'autres endroits et j'avais constaté le même comportement. La peur était plus compréhensible dans les quartiers qui n'avaient pas encore été touchés, parce qu'on peut dire qu'il y avait peu de chances pour qu'il récidive dans une rue où il avait déjà tué une fille. Enfin, il avait peur on aurait pu le reconnaître, ou je sais pas. Elles étaient prêtes à dire qu'il y avait eu d'autres meurtres et qu'on n'en parlait pas pour pas affoler le milieu, quoi. Elles en rajoutaient. Mais c'était normal. Les filles ont tellement peur qu'elles imaginent même qu'on leur cache des crimes pour ne pas alimenter la psychose. Elles sont terrorisées et se demandent qui sera la prochaine sur la liste. La réponse ne va pas se faire attendre très longtemps. Pour la troisième fois en moins d'une semaine, une parisienne a été étranglée cet après-midi dans une chambre d'hôtel du 18e arrondissement. Les deux premiers crimes contre des belles de nuit ont eu lieu le 11 octobre et aussi par strangulation. Il n'en faut pas plus pour que ce soir plane sur le milieu l'ombre d'une sorte de vampire de Düsseldorf. En tout cas, pour les policiers parisiens, les trois crimes ne peuvent passer pour de simples coïncidences. « 24 ans, petite, rousse, un peu ronde. La troisième victime, Ginette Lambry, se fait appeler Sandra. Elle travaille à Pigalle depuis un mois. Quand on la découvre dans la chambre du Pigalle Hotel, elle est couchée en travers du lit, morte étranglée. Étranglée comme Allingen, comme Henriette Lefebvre, la liste s'allonge. Et ce qui inquiète la police, c'est que 3 qui travaillent au Pigalle Hotel ont entendu l'homme dire avant de quitter les lieux « Au revoir et à la prochaine ». Trois assassinés, étranglés dans des hôtels de passe en moins d'une semaine. Les filles sur le trottoir craignent pour leur vie et elles ont raison d'avoir peur. Le tueur n'a, semble-t-il, pas l'intention de s'arrêter là. Pour les enquêteurs, il faut faire vite avant qu'il ne frappe à nouveau. Pour tenter de mettre la main sur l'assassin, la police va avoir besoin de l'aide du milieu. Un monde à part qui s'est développé et totalement réorganisé depuis la fermeture des maisons closes en 1946. On a alors assisté à une transformation radicale du fonctionnement de la Désormais, les filles font le trottoir et travaillent dans de sinistres hôtels. Seules, livrées à elles-mêmes, elles ne sont plus en sécurité. Même à l'ombre de leur et des flics, elles sont des proies faciles, à la merci de n'importe quel déséquilibré, à la merci de n'importe quel tueur.
Certains spécialistes considèrent la comme un cancer de la société qu'il faut supprimer. Pour d'autres, il s'agit d'un mal nécessaire qu'il faut réglementer très strictement. La grande majorité du public, elle, pense que ces choses-là sont sales et déshonorantes et qu'il ne faut pas en parler. En 1965, plusieurs dizaines de milliers de filles font le trottoir. Selon les rapports de police, elles sont 30 000 fichées et 60 000 occasionnelles dans toute la France. 10 000 travaillent à Paris. À l'époque, la capitale n'a pas perdu son image de ville où l'on vient s'encanailler. Les quartiers chauds, et en particulier Pigalle, constituent un passage obligé pour les touristes qui cherchent le petit frisson. Jacques Solé est historien. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'âge d'or de la ». Il évoque la réputation de Paris à cette époque. Il faut quand même dire que la tradition de Paris comme bordel de l'Europe existe toujours. Et on vient en partie à Paris pour ça, chez certains secteurs mâles de la population. Les maisons closes ont été interdites en 1946, mais la n'a pas disparu avec la fermeture des bordels. Paris s'est trouvé de nouveaux quartiers et tout se passe désormais sur les trottoirs et dans les vieux hôtels. En fait, en 1965, il y a plein de quartiers chauds à Paris. Mais le plus connu, le plus célèbre, c'est bien sûr Pigalle avec ses petites femmes, etc. Et à l'époque, Pigalle n'est pas le sinistre sexodrome qu'il est devenu maintenant. C'est pas quelque chose où il y a plein de machines. C'était un quartier vivant. Les néons éclairaient des filles qui tapinaient. On avait remplacé les maisons par les rues, voilà, c'est tout. Je veux dire, on étalait la marchandise à l'extérieur. Le marché de la se libéralise et prend de l'ampleur. Avant 1946, les maisons closes freinaient le mais quand elles ferment, après la libération, le nombre de souteneurs se multiplie. Les gangsters se reconvertissent dans cette activité. La est alors éclatée. Elle s'exerce dans les hôtels et dans les appartements et rend les contrôles policiers plus compliqués. Ça a accru le caractère anarchique et proliférant, sans contrôle médical ou policier direct de la. On peut dire à cet égard que la explose après 1946. D'officiel et réglementé, la est devenue hasardeuse et traquée. Les filles travaillent dans des hôtels lugubres, sans surveillance. Les meurtres des 3 à Paris en octobre 1965 montrent à quel point elles sont isolées, vulnérables, attaquables, et donc à la merci des pervers et des détraqués. Marie-Claude Perronnet, plus connue sous le nom de Hula, a été. Elle n'était pas encore sur le trottoir en 1965, mais l'affaire a marqué les filles de sa génération qui, comme elle, ont connu les difficultés et les angoisses de la profession. Ce qui est horrible chez ce on croit qu'elle parle à beaucoup de gens, qu'elle est entourée. En fin de compte, c'est la solitude qui lui pèse le plus. Parce que ce genre d'accro avec cet individu, si on n'avait pas été si seul, ça ne serait jamais arrivé. Elles sont obligées de tomber sur des types un peu zinzin. Alors il y a des types là comme celui-là qui au nom de je sais pas quoi, au nom de la vertu qui étrangle. Les savent qu'elles exercent un métier dangereux. Tomber sur des déséquilibrés qui en veulent à leur vie n'est pas chose exceptionnelle. Hula en a fait la mère expérience. Comme Alingen, comme Henriette Lefebvre et comme Ginette Lambry, elle aurait pu mourir entre les mains d'un client. J'avais qu'une chaussure et je tournais le dos. Et donc là, il par derrière, il s'est m'étrangler, il était très fort. Et j'ai vu que c'était pas une perversion qu'il recherchait, c'était tout à fait autre chose. Et ça se sent, on n'a pas le choix. Puis là, on peut crier, il n'y a personne. Personne qui vous entend à 2 h du matin. Et quand il m'avait renversé, il était sur moi, c'était très difficile. Et c'est heureusement que j'étais assez souple, assez costaud, mais autrement, je pense que là, j'ai eu très très peur cette fois-ci.
sont donc en danger permanent, même si à leur façon, les et les flics veillent. Les rapports entre les et la police restent complexes à cette époque. Depuis l'interdiction du racolage passif en 1960, leur relation alterne entre répression et laisser-faire. La relation avec la police est ambiguë, parce que la police sait très bien aussi que dans la mesure où la police lui laisse faire son travail, elle a de la chance. Donc, bien que son travail soit légal, comme le racolage est interdit, le aussi, que ces deux éléments sont très proches de la vie de la elle risque toujours l'intervention policière. Elle le sait. Si elles ne veulent pas d'ennui avec la police, les ont donc plutôt intérêt à la jouer profil bas, à ne pas se faire remarquer. Pourtant, leur comportement va radicalement changer en ce mois d'octobre 1965. Les sont plus que jamais en danger sur les trottoirs. Le tueur en série court toujours à la recherche de sa prochaine victime. Attaqués dans leur gagne-pain, les belles de nuit ne vont pas avoir d'autre choix que de collaborer avec les enquêteurs. Elles et leurs souteneurs ont en effet tout intérêt à ce que le calme revienne dans leurs affaires. Le milieu de la et la police vont donc travailler main dans la main. Hôteliers, belles de nuit, tous jurent de livrer à la police l'homme qui sème la panique dans leurs activités. C'est en définitive sur ce zèle du milieu à faire arrêter l'étrangleur que les inspecteurs de la brigade criminelle fondent le plus d'espoir. Ils ont en effet bien du mal à obtenir une piste sérieuse. En plus des policiers et des filles, une troisième catégorie d'enquêteurs s'invite dans l'affaire, les journalistes qui trouvent là tous les ingrédients susceptibles de passionner leurs lecteurs. Du sang et un mystérieux tueur qui s'est volatilisé. Au lendemain du troisième meurtre, tout le monde est donc sur le qui-vive. Trois assassinats en une semaine. Dans les rues chaudes, la psychose est à son comble. Les rumeurs vont bon train et les langues commencent à se délier. Chaque meurtre porte la même signature. On sait que le tueur est brun, grand, mince, qu'il agit toujours de la même façon. Il se fait passer pour un client ordinaire, monte avec la C'est dans la chambre que tout bascule. Dès que la lui tourne le dos, il se jette sur elle puis l'étrangle. Pas de rapport sexuel, juste le désir de tuer. Il laisse sa victime et repart discrètement après avoir repris l'argent qu'il lui a donné quelques minutes auparavant. Après le troisième meurtre, les rues de la joie sont devenues les rues de la peur. Les filles travaillent dans l'angoisse et les clients se font plus rares. Stéphane Bourgoin est spécialiste des tueurs en série. Il s'est intéressé de près à cette affaire. Pour lui, la baisse de la fréquentation est la conséquence directe de la peur qui s'est emparée des trottoirs. Les filles vont donc être obligées de trouver une solution. À chaque fois qu'un de ces crimes a lieu, la chute de manière drastique. Une psychose qui se crée. Et donc, l'intérêt des c'est bien évidemment d'essayer de collaborer de manière directe ou indirecte avec les policiers pour faire arrêter le serial killer le plus rapidement possible. Au 36 quai des Orfèvres, on assiste à un étrange défilé. Les se présentent spontanément et en masse pour offrir leur témoignage. C'est du jamais vu. Ladislas de Hoyos était journaliste à France Soir à l'époque. Il a lui-même enquêté sur l'affaire. Il se souvient de l'importante mobilisation du milieu. Et évidemment, la police judiciaire qui enquêtait. Et il y avait également des de Pigalle qui avaient constitué leur brigade d'enquête, et puisque l'homme avait été vu plusieurs fois dans des bars, et qui essayait de rassembler les renseignements de l'une à l'autre pour essayer d'établir une sorte de planification des visites de cet inconnu. C'est un peu le thème du film de Fritz Lang, M. le Maudit, où c'est le milieu qui fait son enquête et qui concurrence la police pour arrêter le tueur. Cette collaboration et cette concurrence entre le milieu et la police est tout à fait inhabituelle. Dans cette enquête très singulière, un troisième personnage va jouer un rôle là encore essentiel, c'est la presse. Les journalistes se passionnent pour ce fait divers exceptionnel.
Un homme qui tue une au hasard dans Paris, qui repart sans être inquiété, qui s'attaque à une deuxième, puis à une troisième fille. Voilà de quoi faire les gros titres. Des histoires de ce genre, François en raffole. C'est le quotidien le plus lu à l'époque. Il tire à 1 million d'exemplaires. François, à l'époque, est un journal qui faisait peur. Peur, pas aux hommes politiques, quoique. Peur aux autres rédactions. Lorsque la première édition de François arrivait sur le bureau des autres rédactions, les gens se taisaient, ils ouvraient le journal et ils disaient « Qu'est-ce que François nous a encore sorti ?» Et c'est vrai que François sortait des affaires. Avec la répétition des assassinats, ce qui n'aurait pu être qu'un simple fait divers devient l'affaire de l'étrangleur. François, avec ses 6 éditions quotidiennes, va en faire un véritable feuilleton. Alors il y a eu une qui a été étranglée, il y en a une seconde qui a été également étranglée. Alors à partir de là, ça devenait vraiment une affaire et François, où je travaillais comme d'autres, nous sommes tous mis à enquêter. Si les journaux et les médias de l'époque s'intéressent de très près à cette affaire, c'est parce qu'il y a une véritable épidémie et série meurtrière dans un temps extrêmement court. 3 tués en 1 semaine à Paris, c'est quelque chose qui est hors norme. Pour cette affaire hors norme, François décide de déployer des moyens eux aussi hors normes pour tenter de mettre la main sur l'assassin. Il y avait tellement de témoignages, des tenanciers, des barmen, que je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas ne pas le dessiner. Et on savait à peu près combien il mesurait, la couleur des cheveux, évidemment, la couleur des yeux, le regard, le profil, l'intonation, l'accent qu'il avait. Ça, on ne pourrait pas le matérialiser, mais on pourrait en faire un portrait robot. Alors j'ai demandé à notre dessinateur qui faisait des croquis d'audience à l'époque, ou des dessins explicatifs, notre dessinateur à François, de venir, et nous sommes allés interroger ces dames et ces demoiselles à Pigalle, et elles nous ont dit, voilà, il est comme ci, comme ça. Et on a fait un portrait robot, on l'a comparé d'un témoin à un autre, et finalement nous avons publié ce portrait robot, et ça se faisait pas beaucoup à l'époque, même pas du tout. Le tueur a enfin un visage. Pour la première fois, on va savoir à quoi ressemble celui qui, depuis 1 semaine, sème la terreur. Et ce n'est pas la police judiciaire qui est sur le coup, mais bien les journalistes. Rarement dans une enquête, un journal sera allé aussi loin. Bien habillé, plutôt élégant, propre, souriant, n'élevant pas la parole pour un oui et pour un non, consommant avec modération, semble-t-il, dans les bars et il donnait l'impression d'être quelqu'un de, je sais pas, un jeune ingénieur, un touriste aisé, et qui avait toujours une manière d'aborder les femmes très sympathique. Avec son 1 million d'exemplaires vendus, François circule dans tout Paris. Le portrait robot passe entre toutes les mains. Les lecteurs deviennent à leur tour des enquêteurs. On épie le moindre passant, le chasseur devient chassé. Les témoignages se multiplient jusqu'au matin du 18 octobre. Madame Faro, patronne de l'Alsace Hôtel, un hôtel de la rue des Deux Gares dans le 10e arrondissement, près des gares du Nord et de l'Est, Madame Faro a reconnu immédiatement le client de sa chambre 8. La propriétaire d'un hôtel qui s'appelait l'Alsace Hôtel, si je me souviens bien, elle venait de donner une chambre la veille à un ressortissant allemand qu'elle avait pris pour un séminariste d'ailleurs, qui prétendait rester là une dizaine de jours, et le lendemain matin elle ouvre François, voit le portrait robot et dit « mais cette gars qui est là-haut, à la chambre 8 ». Madeleine Faro, une robuste Alsacienne qui tient un hôtel près de la gare du Nord, n'est pas mécontente de son coup et répond volontiers aux questions des journalistes qui déboulent dans son établissement. Je me dis, ça y est, c'est lui. Vu
qui rentre déjà 2 heures. Mon point de vue, c'est qu'il a vu sa photo au kiosque des journaux. Je préviens au commissariat, je dis voilà, j'ai un Allemand. Il a 1m80, hier il avait un costume bleu marine et chemise blanche. Ils sont venus, 2 messieurs, ils sont montés dans la chambre, ils l'ont emmené. Il n'a pas opposé de résistance? Pas du tout. Alors je lui ai dit d'un air en allemand, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit oh je ne sais pas, c'est deux-là ce qu'ils me veulent. Au fond de sa valise, il avait des affaires de la première victime. Vous n'avez pas eu un peu peur, rétrospectivement? Pas du tout, loin de là. Alors j'ai demandé à des inspecteurs, est-ce que j'ai lu le nez fin? Il me dit oui, je crois. On le croiserait dans la rue, on ferait absolument pas attention, il a un visage normal. Et on ne fera pas attention à lui. Non, pas du tout. On avait dit à l'époque qu'il avait même gardé quelques collections de récits parus dans les journaux sur les meurtres de qu'il avait collectionné ça. Donc d'évidence, c'était lui. L'assassin des est arrêté. Il s'appelle Dieter Goetz. Il a 28 ans. Il est allemand. On apprendra pendant son interrogatoire qu'il est venu de Bonn uniquement dans le but de tuer. Questionné pendant 18 heures à la brigade criminelle, l'homme avoue, mais ne fournit pas d'explication claire sur ses agissements. Il a été interrogé à la brigade criminelle, il a avoué assez rapidement, il a dit que c'était une pulsion comme ça. Et puis peu à peu, il a fini par avouer les autres meurtres, qui étaient tous semblables. Le tueur sous les verrous, l'affaire est bouclée en une semaine. Une semaine seulement, mais une semaine décisive. Beaucoup de choses ont changé. Des milieux qui s'évitaient ont réussi à coopérer avec succès. Des filles qui se cachaient se sont fait connaître. Dans la rédaction de François, les journalistes se félicitent d'avoir permis l'arrestation du tueur. Pour un premier coup d'essai, le portrait robot s'est révélé être un coup de maître. Est-ce que le portrait robot allait donner un plus à François? Je vous dirais oui et non. Non, si on n'avait pas arrêté l'assassin. Oui, puisqu'on a arrêté l'assassin. Et qu'évidemment, l'explication qui a suivi, c'est grâce au portrait robot de François, l'assassin est sous les verrous. Mais si on n'avait pas... personne n'avait identifié Horst Dieter Goetz comme étant l'assassin, eh bien on aurait dit François a fait un portrait robot comme ça pour en rajouter, mais ça ne sert à rien. Les portraits robots qui amènent directement à l'arrestation d'un criminel sont des événements assez rares. Donc le fait que Goetz soit arrêté en 1965 grâce à un portrait robot publié en plus par les médias, par François, est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est quand même très jouissif de penser qu'un certain jour, la police criminelle ouvre le journal et découvre la solution de l'enquête qu'il menait dans le journal. Les elles non plus ne boudent pas leur plaisir. C'est grâce à elles que les policiers ont abouti aussi rapidement dans une affaire qui paraissait difficile à élucider. Après une semaine d'angoisse et de terreur, le tueur est enfin sous les verrous, l'étrangleur ne sévira plus, les filles peuvent reprendre sereinement leur activité sur le trottoir. Lorsque Goetz a été arrêté, ça a été évidemment un énorme soulagement chez les parce que cette répétition des actes faisait qu'elle se sentait constamment en danger et rien ne pouvait dire que le calendrier allait s'arrêter comme ça, le calendrier de l'assassin. Donc quand il a été arrêté, elles ont sablé le champagne, ces dames. Eh oui, ouais, elles étaient toutes contentes. On a ouvert les bouteilles. Et puis ça a recommencé. Enfin, la vie de a recommencé. Et puis d'autres crimes ont eu lieu. Pas du même genre. Dieter Goetz ne s'attaquera plus au Le tueur en série dort en prison. Son avocat, commis d'office, prépare sa défense pour le procès qui va s'ouvrir. Les belles de nuit, elles, vont continuer sur leur lancée. Pendant l'enquête, elles sont entrées dans la lumière et ont fait parler d'elles. Une solidarité nouvelle est née.
Les filles vont donc tout faire pour ne pas retomber dans l'oubli. D'autant que si le tueur croupit en prison, elles n'en restent pas moins en danger. Les travaillent toujours dans l'angoisse et toujours en tentant d'échapper à la répression policière. Mais désormais, elles ont compris qu'ensemble, elles pouvaient faire bouger les choses. Elles savent qu'elles peuvent prendre la parole et avoir un rôle à jouer. Ce sont là les prémices d'un mouvement de révolte qui lentement va mûrir. Cette rébellion va de nouveau mettre les sur le devant de la scène. Elles vont porter des revendications sur leur statut, sur les conditions d'exercice de leur activité, sur leur vie de femme tout simplement. La première étape de la levée de bouclier a lieu à la télévision, dans une célèbre émission de débat. La reste une profession qui divise l'opinion publique. Tour à tour, elle fascine, elle dégoûte, mais elle laisse rarement indifférent. C'est aussi pour cette raison que le sujet fait régulièrement la une de l'actualité. À la rubrique Faits divers, comme pour les crimes de Goethe, mais aussi à la rubrique Faits de société, la presse titre souvent sur cette activité que certains voudraient bien voir carrément interdite. À la télévision également, le cas des fait débat. Nous allons en effet ouvrir ce soir le dossier de la cette qu'il est convenu d'appeler traditionnellement le plus vieux métier du monde. Où en est-elle aujourd'hui en 1975 ? Ulla est présente sur le plateau de l'émission Les dossiers de l'écran. C'est elle qui s'est invitée. Elle a directement appelé le présentateur Alain Jérôme. Ulla veut prendre la parole pour montrer que la ne se résume pas à des filles paumées, comme veulent souvent le laisser croire les médias à cette époque. Parce que sa famille ne connaît pas son activité, ce soir-là, elle témoigne dans l'ombre. Nous voulons simplement que l'ensemble de l'opinion publique comprenne qu'on voudrait un tout petit peu notre dignité de bonne femme, entre guillemets toujours, parce que nous sommes des femmes, comme toutes les femmes qui se promènent dans la rue, et socialement parlant, actuellement, plus personne ne s'attache à notre problème. L'émission lui laissera un souvenir cuisant, en particulier un échange hors antenne avec le député de droite Robert-André Vivien, qui participe au débat. Après l'émission, les techniciens, tout le monde va manger ensemble. Et là, je me suis fait tirer dessus à boulet rouge par ce bonhomme, qu'il y avait d'autres métiers, autre chose à faire, qu'on était des paresseuses, qu'on était des obsédées, enfin, des perverses, etc. Enfin, tous les clichés. Et je rangeais mon frein parce qu'il savait ce que je pensais. Mais j'avais pas tout à fait encore le culot pour lâcher ce que j'avais à lâcher. Ça n'a pas pris longtemps pour que ça se passe, mais c'est vrai que cette fois-ci, j'ai rangé mon frein, mais je ne l'ai pas rangé longtemps. Ulla encaisse, mais n'oubliera pas ce moment d'humiliation. Elle va bientôt montrer son vrai visage. Ulla se à Lyon depuis 3 ans et demi. Mère de famille, blonde, jolie, charismatique, loin de l'image que l'on se fait souvent de la elle va devenir la porte-parole de toutes ces filles qui vivent dans le mépris et dans la violence. Louis Blanc est prêtre. Il a pendant des années milité au mouvement du Nid, dont le but est d'aider les filles à sortir de la Il a fait la connaissance d'Ulla sur les trottoirs de Lyon, à une époque où elle a déjà un caractère bien trempé. On sentait qu'il y avait chez elle une passionnariat, il y avait un tempérament, et qu'elle était naturellement un peu meneuse. Puis alors elle n'avait pas peur, si vous voulez, de paraître en public, quoi. Ce que d'autres redoutaient beaucoup. Donc une personnalité, oui, qui s'imposait à ce moment-là. Et puis c'est comme dans tout mouvement, elle s'est trouvée là, à ce moment-là, et elle a été reconnue et portée un peu par les autres à ce moment-là, quoi. Ulla va mener et incarner le combat des Avec l'affaire Goethe, les filles ont cru pouvoir sortir de leur purgatoire. Elles avaient collaboré avec la police et elles avaient pu espérer trouver une vraie place dans la société. Mais passé l'affaire, elles font à nouveau l'objet de la même vindicte. Répression, honte et violence restent les maîtres mots de la une situation qu'elles ne peuvent plus tolérer. On est libre de se mais il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas que ça se sache.
il ne faut pas que ça soit organisé. On est dans l'hypocrisie pure et simple. Il y a eu de 46 à 75 une accumulation de difficultés d'existence dans le milieu des d'aggravation de leurs conditions, d'augmentation de la pression policière, que sais-je. Une augmentation peut-être aussi du mépris. Tout est fait pour limiter la Les infractions se multiplient, les amendes pleuvent. À Paris, on va même jusqu'à interdire les trottoirs des halles aux contraintes de se réfugier au fond des couloirs d'hôtels. À Lyon, on menace de les mettre en prison. Fichés, traqués, les ont le sentiment de ne plus être totalement des êtres humains aux yeux de la société. Elles vont finir par exprimer leur ras-le-bol. Plus question de se laisser faire et traiter comme du bétail. Les filles préparent leur vengeance. On a vu monter une colère, on a vu monter la colère chez les femmes à ce moment-là. On était verbalisés pour racolage passif. Alors comme il y avait plusieurs brigades de service le soir, chaque brigade a son quota de PV à ramener. Donc bon, j'étais verbalisée 2 ou 3 fois dans la soirée. La police, si vous voulez, était très dure vis-à-vis d'elle et jouait un peu sur le tableau de ce que l'on appelle la récidive. Madame ou mademoiselle, madame, on vous a trouvé hier, avant-hier, il y a 3 jours, il y a 8 jours sur ce coin de trottoir. Il y a récidive en fonction d'une application de loi, d'un décret qui a été voté. En cas de récidive, contrainte par corps, on vous emmène en prison. Et on passera à l'exécution. Alors, elles se sont révoltées à ce moment-là. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 2 mois après les dossiers de l'écran, les décident de frapper un grand coup. Elles choisissent un lieu symbolique pour appuyer leur combat. Un matin de juin, elles envahissent l'église Saint-Nizier à Lyon. Une 60aine de s'installent dans les travées. Elles seront bientôt 3 fois plus nombreuses. Contre toute attente, leur action est plutôt bien accueillie. Même le prêtre de la paroisse les défend face aux policiers. Ils ont vu le père Béal. Monsieur le curé, vous n'avez qu'un mot à dire. Et nous mettons tout le monde dehors. Qu'un mot à dire. Alors le père Béal regarde les échafaudages dans son église et dit, voyez, ces échafaudages, on nous les a mis dans cette église depuis je ne sais pas combien de temps, ça n'en finit plus. On nous dit que ça va encore durer très longtemps. Il y a la crypte en bas. Alors, moi, vous savez, elles resteront moins longtemps que les échafaudages. Une nouvelle fois, les vont faire les gros titres. Les journalistes qui avaient suivi l'affaire Goetz sont de retour à leur côté. Comme pour le tueur en série, la presse sait qu'elle tient là un événement exceptionnel. Pour la première fois dans l'histoire, les s'organisent de façon presque syndicale et exposent leur situation sur la place publique. On était quand même 200 dans l'église. Ça fait quand même beaucoup. Puis après, il fallait s'organiser. C'était les restaurants des environs, des alentours de l'église, qui nous faisaient manger. Et qui nous apportaient ça. On a eu un bon soutien de la population. Ce qui m'a surpris. Je ne m'attendais déjà même pas à ce qu'on réagisse. Alors, en plus qu'on nous soutienne, c'était agréablement surprenant. Puis alors attention, il y avait tous les documents, tous les tracts qui avaient été adressés à la population. Alors elles faisaient leurs tracts. Première revendication, suppression des peines de prison. Fin de l'arbitraire en matière d'amende. Respect des personnes. Le mouvement ne se limite pas à la seule ville de Lyon. Rapidement, les filles retrouvent la solidarité qui les avait tirées d'affaire en octobre 1965. Elles investissent des églises à Paris, Marseille, Bordeaux, Grenoble ou encore Saint-Étienne. Avec à chaque fois les mêmes revendications. L'occupation dure une semaine. Et puis on a été évacués à coups de matraque, à 6 h du matin. Sorties de force par la police, les filles ont dû quitter les bancs des églises. Mais désormais, elles ont montré de quoi elles étaient capables. Elles ont été reconnues, entendues, et elles ne comptent pas en rester là. Le mouvement fait des vagues. À l'automne, on organise les assises de la à Paris.
Les assises nationales de la une assemblée de dames, elles étaient entre 1500 et 1800 hier soir à la Mutualité, mais il n'y avait pas dans le public les personnalités politiques qu'elles espéraient. En dépit de ce manque de succès donc hier soir, Ulla la Blonde, qui mène l'action des en colère, compte entreprendre, malgré tout, de nouvelles actions dans les jours qui viennent. Sous quelle forme elle s'explique? Dès demain, une action qui concerne toutes les villes en France va être mise en mouvement, de toute façon c'est obligatoire. Maintenant, on a trop montré aux gens qu'on se foutait de nous, la preuve, puisque personne n'est venu pour parler avec nous. Après 6 mois de mobilisation, la colère finit par retomber. Mais la lutte n'a pas été vaine. Les obtiennent gain de cause sur une partie de leurs revendications, l'étau de la police se dessert, le harcèlement se fait moins systématique. Au niveau des procès-verbaux, ça n'avait plus rien à voir. Il n'y a surtout pas eu cette application de texte de loi. C'était ça le plus important. On n'a jamais remis en prison une personne qu'on trouvait sur le trottoir. Hein? Quand elle voit, elle fout le camp, il ne faut pas avoir trop d'amende, hein, mais enfin, la menace de la prison n'a pas été, a été suspendue, enfin, ça n'a pas été appliqué. Les filles peuvent reprendre leur activité dans une ambiance plus paisible. Si cette révolte n'a pas réglé tous leurs problèmes, elle leur aura au moins permis de montrer un autre visage de la Certaines ont pris la parole pour défendre des milliers de femmes qui continuent de vivre cachées. 10 ans après l'assassinat d'Alingen, d'Henriette Lefebvre, de Ginette Lambry, les victimes du tueur en série n'auront pas été oubliées. Le mouvement de 1975 laissera une forte empreinte dans l'histoire. Mais il y a eu des suites à ce temps fort, qui ne s'est pas traduit peut-être toujours pareil, si vous voulez, dans des textes, mais dans l'opinion publique. Je pense qu'il y a eu... Ça a provoqué certainement un autre regard. Ça a amené surtout les à pouvoir s'adresser aux gens. Et pas aux gens, à la population comme ça en général, mais à faire des démarches qu'elles n'auraient jamais faites. Et surtout que les gens les regardent autrement. On n'était plus des personnes pratiquement qui avaient la peste et le choléra, on était des personnes tout court. Je suis désolé, mais dans ma jeunesse, quand on parlait des on rigolait, ce qui était grotesque d'ailleurs. Ça ne faisait pas sérieux. C'était un thème laissé à la littérature de bas étage. Tandis que je pense que depuis Lyon, ou un fait de scandale, comme dans les meurtres en série, etc. Depuis Lyon, c'est un phénomène social, sérieux, à traiter avec objectivité, même si les avis sur lui divergent, bien sûr. Et si légalement, rien n'a changé. Avec la révolte des églises, les belles de nuit ont retrouvé un semblant de dignité. Pour autant, la demeure une profession singulière. Pour certaines familles, c'est même le métier de la honte. Les parents d'Alingen, d'Henriette Lefebvre et de Ginette Lambry resteront très discrètes, voire pour certaines absentes. Alors qu'on vient d'assassiner leur fille, elles ne se manifesteront même pas, ni au cours de l'enquête, ni pendant le procès. Aucun proche des victimes ne sera là pour entendre les explications du tueur et comprendre ses motivations. Et des explications, il n'y en aura pas vraiment. Dieter Goetz ne parviendra jamais à expliquer son geste, mais par contre, il parlera avec précision des pulsions qui l'animent. Des pulsions qui font de Goetz un authentique serial killer. Au procès, Goetz sait qu'il risque gros. Dans la France des années 60, la peine de mort est encore une pratique courante. Celui qui prétendait défier la police et tuer impunément va-t-il être exécuté? Quel sort la justice va-t-elle réserver à ce tueur qui s'est attaqué à des filles encore bien mal considérées dans la société?